Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais résumer un autre livre sur la psychologie intitulé Persuasion. Honnêtement, plus je lis de livres sur la psychologie, plus j'ai peur, car cela me fait réaliser à quel point il est facile de manipuler quelqu'un. Le plus effrayant, c'est que la plupart de ces tactiques que vous entendrez dans cette vidéo sont tellement cachées que votre esprit conscient ne peut pas les saisir. Elles se produisent de manière subconsciente. Elles sont un peu comme une pilule magique. Vous la donnez à quelqu'un avant de lui parler et il commence à vous croire ou à se comporter différemment. Il a l'impression d'avoir le contrôle et d'avoir pris une décision consciente, mais ce n'est pas le cas. Par exemple, dans une expérience, ils ont envoyé un type très beau, un genre de mannequin, aborder des femmes au hasard dans un centre commercial et leur demander leur numéro pour un rendez-vous. Donner son numéro de téléphone à un parfait inconnu est une chose risquée. Et bien sûr, le gars a reçu beaucoup de non. Mais il a obtenu de nombreux oui lorsqu'il a abordé une femme devant un magasin particulier. Pouvez-vous deviner de quel type de magasin il s'agissait? Non, ce n'était pas un magasin de parfums ni un magasin de chocolat. C'était un magasin de fleurs. Si vous regardez bien, les fleurs sont liées à la romance et cela a inconsciemment influencé leur comportement et les a poussés à donner leur numéro. Après l'expérience, ils ont demandé aux participants qui avaient donné leur numéro si le magasin avait eu un rapport avec leur décision. Tous ont répondu « Bien sûr que non, j'ai pris la décision consciente de donner mon numéro ». Dans une expérience similaire, un homme aborde à nouveau les femmes dans la rue pour leur demander un rendez-vous. Cette fois, les chercheurs ont testé comment les résultats changeraient en fonction de l'objet que le gars portait dans sa main au moment où il approchait les femmes. Il y avait un objet particulier qui apportait beaucoup de oui. Pouvez-vous deviner quel était cet objet? C'était un étui à guitare. Prenons un autre exemple dans le monde des affaires. Une expérience intéressante a été menée sur un magasin de meubles en ligne. Les chercheurs ont dirigé la moitié des acheteurs vers une page d'accueil dont l'image de fond était constituée de doux nuages et l'autre moitié vers une page contenant des photos de pièces de monnaie. Les personnes dont l'image d'arrière-plan était des nuages ont concentré leur attention sur le choix de meubles en fonction de leur douceur et de leur confort, tandis que les personnes qui ont vu des pièces de monnaie en premier lorsqu'elles ont visité la page se sont concentrées sur le prix et ont essayé de trouver les options les moins chères. Après l'expérience, lorsqu'on leur a demandé si les pièces de monnaie ou les nuages avaient joué un rôle dans leur décision, tous ont ri et ont répondu non. Ils ont dit qu'ils étaient indépendants et conscients. Les nuages ou les pièces n'ont eu absolument aucun impact sur eux. D'accord, jusqu'à présent, les deux expériences étaient liées à des objets visuels. Et si nous utilisions des mots? Peut-on créer le même effet mais avec des mots? La réponse est oui, et voici comment. Un vendeur n'arrive pas à vendre son produit de 75 000 $. Chaque fois qu'il mentionne le prix, de nombreux clients essayaient de négocier et lorsqu'il n'obtenait pas le prix inférieur qu'il souhaitait, il s'en allait. De cette façon, le vendeur perdait beaucoup de clients. Il a alors fait un petit changement. Pendant sa présentation, avant de mentionner le prix, il disait en plaisantant « Il est évident que je ne peux pas vous faire payer 1 million de dollars pour ce produit ». À chaque fois qu'il prononçait cette phrase, presque personne n'essayait de négocier le prix ou ne se plaignait que 75 000 $ était beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que 75 000 $ semblait un petit montant comparé à 1 million de dollars. Et oui, je suis tout à fait d'accord avec vous pour dire que mentionner 1 million de dollars en plaisantant n'a rien à voir avec le produit de 75 000 $ et ne devrait pas changer le comportement des gens. Mais ce n'est pas la réalité. La réalité est que, inconsciemment, cela a eu un impact sur la perception du prix par les gens. Dans une expérience, les spécialistes du marketing voulaient que les clients testent une nouvelle boisson énergétique et leur donnent leur avis. De nombreuses personnes n'étaient pas d'accord, ce qui est assez compréhensible car le produit était nouveau et cela pouvait créer une résistance. Les spécialistes du marketing ont donc essayé une autre tactique. Cette fois, avant de faire la demande, ils ont demandé aux gens s'ils se considéraient comme des aventuriers. Beaucoup d'entre eux ont répondu oui, ils sont aventureux. Et lorsqu'on leur a proposé d'essayer la nouvelle boisson énergétique, ils ont accepté. Je voudrais vous donner un exemple qui m'est personnellement arrivé. Un jour, je rencontrais un banquier et nous avons fini par parler des produits d'investissement qu'il proposait.
Il a décrit quelques produits, mais aucun d'entre eux n'a retenu mon attention. J'étais donc à moitié en train d'écouter et à moitié en train de penser au moment où j'allais partir. Il a dit « Le prochain produit dont je vais parler est celui dans lequel je recommanderais même à ma mère d'investir. » Dès que j'ai entendu cette phrase, j'ai ressenti une forte confiance envers lui et le produit. Ce n'était probablement pas intentionnel, mais il a activé l'un des principes de persuasion les plus puissants que Robert Cialdini appelle l'unité. L'unité fait référence à une identité partagée dont l'influenceur et l'influencé font partie. L'idée que nous partageons une identité avec quelqu'un d'autre nous incite à lui dire oui, dans une bien plus large mesure qu'à quelqu'un qui n'appartient pas à cette unité. Si un communicateur peut montrer qu'il appartient au même groupe que nous avant de délivrer le message, nous sommes beaucoup plus disposés à coopérer avec cette personne ou à la croire. Permettez-moi de vous donner un exemple. Une grande préoccupation des investisseurs a toujours été de savoir ce qu'il adviendrait de la société de Buffett, Berkshire Hathaway, lorsqu'il ne serait plus aux commandes. Dans une lettre aux actionnaires concernant les plans de succession, Buffett a écrit « Je vais vous dire ce que je dirais aujourd'hui à ma famille si elle me posait des questions sur l'avenir de Berkshire. » Avec ce langage, Buffett était très convaincant car il disait qu'il conseillait les lecteurs de la même manière qu'il conseillerait un membre de sa famille. La forme la plus puissante d'unité se trouve dans la famille. Les gens se donnent beaucoup de mal, même au péril de leur vie, pour aider leurs proches. Robert montre comment vous pouvez utiliser l'unité familiale, même lorsque vous essayez d'influencer des personnes qui ne sont pas vos propres parents. Dans l'un de ses cours universitaires, Robert demandait aux étudiants et à leurs parents de remplir un questionnaire. Le taux de réponse des étudiants était toujours très élevé, mais celui des parents était généralement beaucoup plus faible, souvent inférieur à 20%. Une petite modification a permis d'augmenter le taux de réponse des parents à 97%. Quelle était cette petite astuce? Robert a dit qu'il donnerait aux élèves un point supplémentaire sur un test si leurs parents répondaient à l'enquête. Un point sur un test dans un cours d'un semestre est un avantage sans conséquence. Il est peu probable qu'il ait un quelconque impact sur la note finale de l'élève, mais en invoquant le concept d'aide à un membre de la famille, il a multiplié par 5 le taux de réponse qui est passé de faible à presque parfait. Les implications de ces études et de ces exemples sont énormes. Cela signifie que si je peux attirer votre attention sur la serviabilité, l'équité ou le romantisme avant de donner mon message, vous deviendrez à ce moment-là une personne serviable, équitable ou romantique. En d'autres termes, en utilisant les tactiques de persuasion, je peux changer votre identité dans cette situation particulière. Je peux changer qui vous êtes, je peux changer la façon dont vous vous percevez, je peux changer la façon dont vous me percevez et percevez mon message. L'expérience suivante est assez impressionnante et explique pourquoi nous nous laissons influencer si facilement. En Belgique, des chercheurs ont réuni un groupe de personnes et leur ont montré une photo d'un objet ménager mais avec une image de fond différente. Ils ont divisé les personnes en 3 groupes. Sur l'image de fond du premier groupe, il y avait une personne seule, debout. Sur l'image d'arrière-plan du deuxième groupe, il y avait 2 personnes debout, l'une à côté de l'autre, séparément. Enfin, sur l'image d'arrière-plan du troisième groupe, 2 personnes se tenaient côte à côte. Au cours de l'expérience, les chercheurs se sont levés et ont accidentellement fait tomber plusieurs objets sur le sol afin de déterminer qui, parmi ces 3 groupes, se mettrait à genoux pour les aider. Dans le premier et le deuxième groupe, seulement 20% des personnes ont aidé, mais les résultats étaient 3 fois plus élevés dans le troisième groupe qui avait une image de fond de 2 personnes se tenant côte à côte. Ce n'est pas la partie la plus intéressante de l'expérience. La partie la plus intéressante est que les sujets de cette expérience n'étaient que des enfants de 18 mois qui n'avaient aucun raisonnement logique et pouvaient à peine parler. Cette expérience prouve à quel point ce processus est primitif et fondamental et pourquoi chacun d'entre nous peut être influencé inconsciemment, quel que soit son niveau de logique ou d'intelligence. Par exemple, la recherche montre que si vous mettez simplement l'image d'un homme qui réfléchit dans le coin de l'écran, pendant qu'il effectue une tâche, il devient plus analytique et fait moins d'erreurs. Ou encore, si vous mettez la photo d'une personne qui gagne une course, elle produit davantage. Cela affecte positivement le résultat. Voyons maintenant dans la vie réelle comment nous pouvons appliquer ce que nous avons appris de ces expériences. J'ai 6 conseils pratiques à vous donner
Mais je voudrais d'abord vous présenter une analogie qui résumera tout ce que nous avons vu jusqu'à présent et qui vous permettra de comprendre très facilement la leçon centrale de ces expériences. Imaginez que vous plantez une graine. Si vous voulez que la graine pousse et porte des fruits, vous devez faire 2 choses correctement. 1. Choisir une graine de bonne qualité. 2. Bien préparer le sol. Si le sol n'est pas bien préparé, la graine ne poussera pas, quelle que soit la qualité de votre graine. En utilisant cette analogie, nous pouvons dire que la semence est le message que vous pouvez utiliser pour convaincre les autres et que ce livre, ainsi que toutes les expériences et les exemples que vous avez entendus jusqu'à présent, concernent la préparation du sol. Ce que vous dites pour persuader est important, mais ce que vous mettez en avant de votre message avant qu'il soit livré est parfois plus important. En d'autres termes, votre graine est importante, mais vous devez d'abord vous assurer que le sol est dans les bonnes conditions pour faire pousser cette graine. Vous l'avez vu vous-même dans toutes les expériences, il y avait toujours une phrase, une demande ou une image qui venait avant la diffusion du message et qui changeait complètement le comportement des gens. Passons maintenant aux 6 conseils que j'ai mentionnés précédemment. 1. Si vous offrez un produit gratuit à vos clients, vous pouvez envisager de donner le produit aux membres de leur famille plutôt qu'aux clients eux-mêmes. Cela peut être plus efficace. Rappelez-vous l'expérience avec les étudiants et les parents et comment un point a augmenté leur taux de réponse. 2. Disons que vous avez un produit et que vous avez besoin de l'aide de votre client pour l'améliorer. Au lieu de dire quel est votre feedback ou quelle est votre opinion sur ce produit, vous pouvez dire quel est votre conseil sur ce produit. La différence semble minime, mais l'effet est assez important car le mot conseil crée une unité. Il crée un effet de cohésion. Le mot conseil fait avancer les gens d'un pas vers vous et le mot opinion ou feedback les fait reculer d'un pas. Comme vous l'avez probablement déjà deviné, celui-ci est lié au concept d'unité. Rappelez-vous l'exemple de Warren Buffett et ma rencontre avec le banquier. 3. Si vous envisagez de demander une augmentation de salaire au travail, faites-le à un moment où vous avez reçu de bons commentaires de la part de vos clients ou lorsque vous avez réalisé quelque chose d'important au travail. C'est à ce moment-là que les résultats de votre travail sont au centre de l'attention. Ce conseil est lié aux expériences sur les boissons énergétiques. 4. Si vous êtes un étudiant et que vous essayez de convaincre d'autres étudiants de faire un don pour une cause quelconque, vous pouvez mentionner que vous êtes également un étudiant, ce qui activera automatiquement le principe d'unité et augmentera les dons. Ce point est également lié au principe d'unité. 5. Décorez votre environnement en fonction de vos objectifs. Avant de lire des livres comme celui-ci, je croyais qu'il était stupide d'écrire des phrases ou des mots de motivation sur les murs du bureau. Vous avez probablement vu des phrases telles que « courage, succès, victoire, qualité, client d'abord, etc. » Il s'avère que ces choses fonctionnent réellement et ont un impact sur nous de manière subconsciente. Réfléchissez donc aux objectifs que vous souhaitez atteindre et à la façon dont vous pouvez décorer votre bureau pour vous mettre dans cet état d'esprit. Par exemple, lorsque mon objectif était de gagner 10 000 $ par mois, je suis allée sur Amazon et j'ai acheté une fausse pile de 10 000 $ et je l'ai mise sur mon bureau pour me rappeler mon objectif. Quand je voulais investir plus, j'ai imprimé une phrase qui disait « Faites travailler l'argent pour vous » et je l'ai encadrée comme une image et mise sur mon bureau. Vous pouvez également faire de petites choses comme changer l'image de fond de votre téléphone ou de votre ordinateur. Vous pouvez écouter différents types de musique en fonction du type de travail que vous faites. Si la tâche existe que vous soyez très concentré, il suffit de chercher sur Google Music for Focus et de l'écouter en travaillant sur cette tâche. Par exemple, avant de commencer à écrire des scripts comme celui-ci, je regarde toujours une vidéo de mon YouTuber préféré. J'aime ces vidéos parce qu'elles sont de haute qualité et qu'il peut expliquer des sujets complexes de manière très simple. Le simple fait de regarder passivement certaines de ces vidéos avant de commencer à écrire des scripts me met dans le bon état d'esprit, où je suis également concentrée sur la qualité et la simplicité. 6. Amenez la personne dans le bon état d'esprit avant de délivrer votre message. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple. Un jour, j'ai voulu convaincre un de mes collègues de faire les choses différemment dans notre projet. Nous savions tous les deux que ce changement serait excellent pour le projet, mais il ne voulait tout simplement pas le faire parce que cela signifiait un travail supplémentaire pour lui.
D'autant plus qu'à l'époque, nous avions eu quelques autres disputes les jours précédents et qu'il était dans un état d'esprit qui le poussait à désapprouver tout ce que je lui proposais. Après 2 tentatives ratées pour le convaincre, j'ai essayé une tactique de ce livre et ça a marché. Qu'ai-je fait différemment cette fois? Avant d'ouvrir le sujet, j'ai dit ceci. Je lui ai dit « Tu te souviens qu'il y a 3 mois, tu as suggéré un changement avec lequel je n'étais pas d'accord. Mais comme c'était dans l'intérêt du projet, j'ai accepté de le faire. » Il a répondu « Oui ». J'ai dit « D'accord. Aujourd'hui, grâce à ce changement que tu as suggéré, nous avons de grandes améliorations dans notre projet. À l'époque, j'étais contre, mais j'ai accepté ce que tu as suggéré parce que c'était le mieux pour le projet. Il ne s'agissait pas de toi ou de moi, il s'agissait de ce qui était le mieux pour le projet. Aujourd'hui, je te demande un changement et nous savons tous les deux que c'est ce qu'il y a de mieux pour le projet. Alors, que dirais-tu si nous mettions tous les deux notre ego de côté et mettions en œuvre le changement que je suggère ? » Il a réfléchi un peu et il a dit oui, et c'était la fin de l'histoire. La raison pour laquelle cela a fonctionné est que j'ai changé son état d'esprit, passant de l'argumentation à ce qui était le mieux pour le projet. Pensez à votre vie. Vous avez probablement des situations similaires. Quelles sont les choses que vous pouvez dire ou faire avant de donner votre message pour amener la personne dans le bon état d'esprit afin qu'elle soit plus réceptive à votre message? Avez-vous besoin que la personne soit juste, romantique, honnête ou coopérative? Définissez ce que vous voulez. Trouvez une phrase ou une chose qui mettrait la personne dans cet état d'esprit, puis délivrez votre message. Et bien sûr, faites-le de manière éthique. Pas seulement cette tactique, mais toutes les tactiques. Vous pouvez vous demander ce qui se passera si je ne le fais pas de manière éthique. Par exemple, que se passera-t-il si vous décidez de les utiliser de manière non éthique dans votre entreprise contre vos clients? Eh bien, vos employés verront ce que vous faites et ils commenceront à utiliser les mêmes techniques sournoises contre leurs propres clients, c'est-à-dire vous. Il est donc fort probable que cela se retourne contre vous. Une dernière chose, gardez toujours à l'esprit que vous n'êtes pas à l'abri de telles tactiques et que vous pouvez être facilement influencé. Par exemple, un ami ou un collègue peut mentionner une petite faveur qu'il a faite pour vous avant de vous demander une grande faveur. La mention de cette petite faveur vous mettra dans un état d'esprit tel que vous ressentirez une forte envie de l'aider en retour. Aider les autres qui nous ont aidés est profondément codé dans notre ADN et il est très difficile de lutter contre cela. Si la faveur qu'ils demandent est égale à la faveur qu'ils ont faite pour vous, alors tout va bien. Mais parfois, ils utilisent leur petite faveur comme un appât pour vous faire accepter quelque chose de beaucoup plus grand. Dans de telles situations, ne donnez pas de réponse immédiate. Prenez votre temps, dites-leur que vous allez y réfléchir et leur faire part de votre décision. Si vous vous précipitez, vous risquez fort d'accéder à leur demande et de le regretter ensuite. Cela m'est personnellement arrivé plusieurs fois. J'ai accepté de faire des choses que j'ai regrettées par la suite. Enfin, mon objectif avec cette vidéo était le suivant. 1. De faire prendre conscience des faiblesses que chacun d'entre nous possède afin que nous puissions nous protéger. Et 2. Vous montrer comment vous pouvez les appliquer de manière éthique dans votre vie, votre travail ou votre entreprise. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous voulez voir des vidéos similaires à celle-ci, consultez la playlist que vous voyez sur votre écran. Passez une excellente journée. À bientôt!